mais quand on est à la tête, c'est 80% de merde pour 20% de bonheur. Ça, c'est ma grande phrase, et c'est pour les 20% de bonheur qu'on le fait, et c'est ça qui nous pousse et qui nous anime. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une start-up qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés, des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous. Aujourd'hui, je rencontre Elsa Auriol, une invitée particulière dans ce contexte électoral, car elle est aujourd'hui présidente du Parlement des étudiants. Elle va partager avec nous comment elle est devenue la présidente, comment est-ce qu'on gère une association comme celle-ci, et quelles sont les actualités dans ce contexte électoral. Et puis je suis sûr qu'elle aura beaucoup d'autres retours d'expérience à nous partager aussi. Bonjour Elsa, comment ça va? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Elsa, comme l'a dit Cédric, et j'ai 24 ans. Je suis étudiante en société contemporaine à l'Université de Paris-Descartes en Master 2, et je suis présidente du Parlement des étudiants depuis juin 2021, donc bientôt un an. Donc présidente du Parlement des étudiants, on va y revenir, mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené à avoir un rôle dans cette association? J'ai découvert cette association, c'était fin 2018, et à l'époque j'étais à Bordeaux, parce que je pense qu'on y viendra, mais l'association a plusieurs sections en France, donc antennes. Et du coup, il y avait une antenne à Bordeaux. À l'époque, je finissais ma licence de droit sciences politiques à Bordeaux. Et j'ai découvert cet asso et ça m'a beaucoup plu. Le concept m'a vraiment parlé. Donc, je me suis engagée dedans en tant que simple membre du bureau bordelais. Et puis après, je suis devenue présidente de la section bordelaise l'année suivante, parce que personne ne voulait y aller, donc j'y suis allée. Et puis l'année dernière, Chloé, donc, qui était l'ancienne présidente du Parlement des étudiants, m'a recrutée en tant que vice-présidente en charge de la parité et de la diversité au sein de l'association. Et puis personne ne voulait y aller, et donc je suis devenue présidente. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire ce que c'est que le Parlement des étudiants? Alors, le Parlement des étudiants, c'est une association qui a été qui a été cofondée par Jad Zahab en 2014. Et c'est une association qui vise à faire de la pédagogie autour des institutions de la Ve République et de la vie politique française de façon plus globale. Et donc pour ce faire, nous, on s'intéresse au Parlement, donc à nos représentants, donc sénateurs, députés. Et l'exercice phare de l'association, c'est de faire ce qu'on appelle des simulations de sessions parlementaires. C'est-à-dire qu'on propose aux étudiants de se mettre dans le rôle de député ou sénateur en fonction de ce qu'ils veulent faire. Ils se répartissent dans différents groupes politiques. Donc parfois, ça va être des groupes très traditionnels, Parti socialiste, extrême droite, la France insoumise. Mais parfois, on a des groupes un peu particuliers comme l'Union pirate ou les royalistes. Ou, voilà, donc ça dépend un peu des sections. Et donc, quand ils font ça, il y a un groupe qui élabore une proposition de loi sur un sujet d'actualité ou pas. Et les autres groupes font ce qu'on appelle des amendements. Donc, il y a un côté très juridique à cet exercice. Et ensuite, ils débattent en séance, et donc ils font travailler un peu l'art oratoire, si je puis dire, leur répartie aussi, parce que ils se mettent dans le rôle de nos députés ou de nos sénateurs. Donc, ça peut s'envoyer des punchlines un peu violentes aussi parfois. Et voilà. Puis à côté, on organise aussi des conférences sur des thèmes variés, plutôt politiques évidemment. On organise aussi des débats. Et on organise des visites d'institutions. D'accord, et alors tous ces réflexions sur des textes de loi, d'amendements, est-ce que c'est des choses qui restent virtuelles ou est-ce que ça peut être, concrétisé? Alors, nous, notre association, et ça, je tiens vraiment à le préciser, elle est apartisane. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de prosélytisme politique pour une couleur quelconque. Et on ne fait pas non plus de propositions politiques aux élus ou aux politiques, parce qu'on ne veut pas... enfin, on veut éviter aussi le récupérage politique. Et comme nous, on a vraiment un rôle qui est pédagogique et vraiment de retrait, à observer ce qui se passe, à donner des éléments de compréhension aux étudiants, etc., on ne veut pas du tout avoir un côté un peu politisé derrière. Donc, la loi qui sort, qui est votée, voilà, elle est fictive, mais par contre, après, on peut très bien l'envoyer aux parlementaires en disant, voilà, un groupe d'étudiants qui a travaillé sur un sujet, voilà ce que ça donne. Euh, mais c'est pas du tout dans le but d'être une proposition finale ou quelque chose qui devienne concret vraiment derrière.
Oui, c'est pas l'association qui va porter un texte, c'est le travail, on va dire, d'un groupe d'étudiants et puis l'association, voilà, va relayer ça si besoin, mais sans prendre parti. Exactement. Nous, notre objectif premier, voilà, c'est à travers les simulations, c'est vraiment que les étudiants comprennent un peu les mécanismes d'élaboration d'une loi, ce qui est normalement le travail du législateur, et aussi puissent travailler un peu le débat, l'oratoire, tout ça, parce que c'est aussi un moyen de rentrer un peu dans la politique de façon différente, de façon plus ludique. Et voilà, bon, malheureusement, notre public, il est surtout droit et Sciences Po, mais on tend à l'ouvrir au maximum. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui participent à tous ces événements? On touche à peu près environ entre 3000 et 5000 personnes en France. Ça, c'est sur toute la France. Donc après, on a 15 sections qui sont actives. Dans ces 15 sections, les bureaux sont plutôt variés. Ça peut aller d'un bureau qui fait 5 personnes à un bureau qui en fait 45. Ça dépend comment les présidents de section s'organisent. J'ai des très grands bureaux à Sciences Po Paris, par exemple. C'est ma section de Sciences Po Paris, c'est un bureau, je crois qu'ils sont quelque chose comme 70. Ils sont vraiment beaucoup, mais ils fonctionnent comme ça. Et après, au sein de ce grand bureau, il y a un groupe un peu plus resserré qui travaille. Ça dépend vraiment des sections et je les laisse très libres là-dessus. Ils s'organisent comme ils veulent. Mais après, entre les participants aux événements et les membres intérieurs au bureau, ouais, c'est variable en fonction des années, en fonction des événements aussi qu'on fait. Mais je pense qu'on touche entre 3000 et 5000 personnes en France. D'accord, bah, ça fait déjà un certain nombre quand même du coup effectivement qui du coup, ont une sensibilisation à ça. Hem Aujourd'hui, on est dans un contexte, un peu particulier avec les élections, politiques. Ce qu'on entend souvent dans les médias, traditionnels ou j'appellerais mainstream, on les entend souvent dire que les jeunes, s'intéressent plus à la politique, s'intéressent plus à la politique. C'est quoi ton avis là-dessus? Toi qui du coup vois vraiment, les jeunes, parler de ça? Moi, je pense que c'est pas le fait qu'ils ne s'intéressent pas, c'est le fait qu'ils ne s'engagent pas. C'est bien différent. Aujourd'hui, je pense que les jeunes et enfin, même mes camarades, mes amis, etc., s'intéressent à la politique. Parce que quand on prend un café, quand on discute d'écologie, quand on discute d'égalité salariale, de droits LGBTQ+, etc., c'est de la politique. Et ce sont des sujets qui sont extrêmement politiques. Donc dire qu'ils s'intéressent pas à la politique, je pense foncièrement que c'est faux. Par contre, qu'ils ne s'engagent pas, c'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre en discuter et se dire, ok, moi, en tant qu'individu, est-ce que je vais porter mes idées un peu plus que simplement au stade d'idées? Est-ce que je vais décider de me mettre dans une association, d'essayer de m'engager, pourquoi pas en politique? Voilà, ça c'est plus au niveau de l'engagement. D'accord et du coup, avec l'association, du parlement des étudiants, vous faites des choses en ce moment particuliers pour justement, stimuler l'intérêt, des jeunes pour, l'actualité, spécifique d'aujourd'hui? Hier on était le 16 mars, on a organisé un débat qui s'appelait Par et pour les jeunes, avec les représentants jeunes des partis politiques qui sont en lice pour la présidentielle. Et donc on a fait ça en collaboration avec trois autres associations. Donc il y avait Les Engagés, qui est un mouvement et une association citoyenne, voilà. Il y avait Nightline, qui est une association qui œuvre en faveur de la santé, enfin pour la santé mentale étudiante. Et il y avait Copain qui œuvre pour la précarité étudiante. Donc on a fait ça tous les quatre et on a abordé trois grands thèmes qui étaient la précarité étudiante, la santé mentale étudiante et l'engagement et l'abstention chez les jeunes. Donc on a posé ces questions, enfin, on a posé des questions à ces représentants et l'objectif premier c'était en fait d'offrir une tribune à ces représentants pour pouvoir porter les idées de leurs candidats, mais surtout les rendre accessibles à un public jeune et un peu avoir une espèce de discussion un peu moins formelle et sur des sujets qui concernent vraiment les jeunes, pour leur montrer aussi que la politique, ben, elle est là dans leur quotidien et elle est là sur des thèmes qui les touchent. Et la santé mentale, la précarité étudiante, récemment avec le Covid, ça a été plus que d'actualité. C'est quelque chose qui est vraiment sorti et qui est malheureusement, et on le voit avec les candidats à la présidentielle, c'est que c'est malheureusement des sujets qui sont
assez peu audibles dans le débat public, qui sont souvent absorbés, par l'actualité, qui est en ce moment qui est grandissante, sur, l'environnement, évidemment sur la guerre en Ukraine, mais c'est encore autre chose. Mais c'est aussi sur des questions de pouvoir d'achat, des sujets auxquels les jeunes sont sensibles évidemment, mais qui peut-être les touchent moins profondément dans leur quotidien. Donc voilà, donc nous, on trouvait ça judicieux de coupler cet événement et de faire ça avec des associations qui n'ont pas forcément une vocation politique à la base. Voilà. Et bien sûr, on fait de l'information, on informe sur le vote, sur quand est-ce qu'il faut déposer ses procurations de vote, enfin on fait ça aussi, beaucoup. D'accord, bah, c'est effectivement, c'est un bel événement pour leur permettre leur permettre en fait, bah, de rencontrer, si j'ai bien compris, des jeunes qui représentent les candidats des différents partis. Comment ça s'organise un événement comme ça? Parce que j'imagine que ça doit pas être simple. Ben c'est pas simple parce que déjà il faut travailler avec 3 autres associations qui ont, par exemple, d'un point de vue, très pragmatique, leur propre charte graphique. Donc pour la communication, il faut que chacun, se coordonne. Donc moi j'ai envoyé mon responsable communication, chacun envoie le sien et chacun dit: «OK, alors les logos de vos associations, OK, là, ah, il y a le jaune, c'est similaire pour tout le monde, allez on va faire un truc comme ça». C'est donc déjà sur la charte graphique, c'est un peu compliqué. Surtout, même euh, toutes les associations n'ont pas le même budget. Nightline, c'est une association qui a des fonds et qui a un budget financier qui est bien supérieur au nôtre. Et moi, par exemple, j'ai dit, je peux avancer que 300 euros sur 2500 euros, qui était le prix de la location de la salle. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. Et ce qui est très bien, c'est que les associations avec lesquelles on a travaillé étaient très compréhensives. Il y a eu vraiment une très bonne osmose entre nous, un très bon. Voilà, ça s'est très bien organisé, tout le monde savait un peu ce qu'il avait à faire. Et voilà, bon, après, il y a toujours un peu les aléas de ce genre d'événement. C'est qu'au début, on devait avoir les vraies têtes de ces mouvements jeunes. Donc, par exemple, Guilhem Carayon pour les Républicains, Stanislas Rigaud pour Reconquête, ou encore Ambroise Méjean pour LREM. Et en fait, de par l'actualité, ces personnes sont extrêmement prises et extrêmement chargées. Donc, on a eu un peu au dernier moment ah bah non, je peux pas, mais j'envoie machin, j'envoie machin, j'envoie machin. Et pour la petite anecdote, jusqu'à 3 heures avant le débat, on n'avait personne pour Génération Z. Et donc, j'ai dû faire passer des coups de téléphone et chercher dans mon répertoire. Alors, qui potentiellement pourrait avoir un lien avec Génération Z? Donc voilà, donc j'ai dû un peu chercher comme ça, mais bon, on a trouvé et on a pu faire le débat comme il faut. Mais ouais, c'est long, c'est un projet, on était dessus depuis novembre. Effectivement, c'est un gros projet qui n'empêche pas 3 heures avant d'avoir des imprévus. Même la veille au soir, Guilhem Carayon qui nous dit: «Bah écoutez, en fait, non, je sais plus où est-ce que c'était, Orléans ou Rouen, je peux pas, donc j'envoie le deuxième», donc c'était Valentin Roufiac. Après, ça a pas du tout empêché la qualité du débat et c'était très très bien. Et finalement, c'est peut-être aussi pas mal d'avoir parfois d'autres figures jeunes de ces partis politiques qu'on voit peu. Et ça permet aussi voilà, de rendre ça un peu plus accessible. Oui, puis ils ont peut-être aussi un discours, qui est peut-être un petit peu moins, on va dire normé. Le fait d'avoir les personnes qui sont un peu moins en tête, qui sont un peu moins invitées partout. Bah oui, ça permet peut-être d'avoir un discours un peu plus à bâton rompu. Et puis, alors après, je sais pas, parce que je crois qu'ils sont quand même, enfin, ils sont quand même bien restés sur les lignes de leurs candidats. Mais c'est vrai que ça permet un échange qui est plus fluide, je trouve. Et étonnamment, et là, nos candidats à la présidentielle peuvent en prendre de la graine, c'est que ça a été un débat qui est extrêmement respectueux. Il y a eu un moment, quelques petits débats, une petite tension, etc. Mais ça, c'est normal, c'est le débat et ça rendait la chose vraiment vivante et active. Mais vraiment, ils ont été très respectueux les uns envers les autres. Et ils ont réussi à se cadrer bien comme il faut. Il n'y en a pas un qui a parlé plus que l'autre. Donc vraiment, chapeau. Et tu as senti que, bah, chez les jeunes qui étaient présents justement, ça avait un effet, positif? Ça leur donnait envie de, s'engager, enfin s'investir, davantage? J'ai eu le sentiment que finalement, les jeunes qui étaient là, déjà prenaient du plaisir à regarder ça, et il y avait pas d'ennui dans la salle particulier, parce que la salle réagissait assez bien. Et puis surtout,
comme je l'ai dit, le fait d'organiser cet événement avec deux associations qui sont pas du tout politiques, enfin, qui sont pas du tout, qui ont pas du tout une vocation politique, ça amène un public différent. Ça amène des gens qui sortent de droit et Sciences Po, ce qu'on peut retrouver très souvent dans les associations politiques comme la mienne. Et c'est vrai que du coup, bah, ça fait du bien parce que c'est un vent frais. Et on se dit que bah, en organisant ce type d'événement, on arrive aussi à toucher des gens et à leur montrer que bah, finalement, on peut réussir à coupler leurs problématiques de vie et la politique et dire, enfin, leur montrer que ça marche ensemble en fait et que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et est-ce que justement le fait quand tu dis que, bah, le débat s'est passé, en était assez respectueux et du coup, plutôt positif, est-ce que ça peut être aussi la façon d'animer, peut-être, qui a influé sur la façon dont s'est passé ce débat? Ben, peut-être que c'est aussi la façon d'animer. C'est vrai on a fait en sorte enfin, de mélanger tout le temps association, enfin, par exemple Nightline, les engagés, copains, le Parlement des étudiants. On a fait en sorte toujours de mixer un peu les deux. Donc peut-être en effet que la façon d'animer le débat a permis ça. Je pense aussi que les thèmes abordés ont permis aussi un respect, puisque c'est vrai que bon, bah, la santé mentale, la précarité, c'est pas consensuel parce que enfin, voilà, les idées portées par les candidats sont bien différentes sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que bah, ils sont aussi étudiants finalement, ces jeunes représentants, et ils peuvent être aussi touchés par ces thèmes-là. Donc peut-être que ça a aidé aussi, ouais. D'accord, le choix des thèmes est quelque chose d'important pour, effectivement, pour embarquer et permettre à chacun de se reconnaître, quels que soient un peu effectivement les partis et les grandes idées. Et alors cette idée-là, donc tu dis ça fait depuis novembre que vous travaillez. Comment elle est née cette idée de faire de faire ce débat? Mais alors au départ, c'était quelque chose que j'avais un peu mis dans ma profession de foi pour, pour être élue, puisque bon, même si j'étais toute seule à me présenter et que c'était un peu une élection soviétique finalement. Mais bon, non, mais il faut quand même faire enfin, un peu une profession de foi, dire un peu ce qu'on veut faire, etc. Et moi, c'était quelque chose que je trouvais judicieux finalement de me dire, ben, on va arriver dans une année électorale. Euh, Qu'est-ce que je peux faire en tant que représentante associative? Quel rôle je peux jouer? Alors, bien sûr, avoir un rôle informatif sur le vote, comment ça se passe, etc., ça c'est fondamental. Mais qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Quel événement je peux mettre en œuvre bah, pour marquer un peu ça? Alors, j'ai une section qui marche très bien, le Parlement des étudiants Sciences Po, et je les salue vraiment pour tout le travail qu'ils ont fait cette année. Ils ont réussi à recevoir pratiquement tous les candidats à la présidentielle. Donc ça, c'est très bien. Mais nous, en tant que bureau national, je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose avec les jeunes. Pour avoir été aussi engagée en politique en 2017 pour la campagne de 2017, je m'étais rendu compte que vraiment le poids des organisations jeunes au sein des partis politiques est fondamental et hyper important. C'est souvent mis sous le tapis, souvent mis de côté, alors que vraiment, c'est eux qui font tout le travail de mobilisation. Ils en font énormément, tout ce qui est porte-à-porte, tractage, etc. Donc je m'étais dit, j'ai envie de leur donner une place, j'ai envie de leur donner une tribune dans cette année d'élection. Et donc c'est comme ça que c'est né. Et après, bah, forcément, tout seul, c'est compliqué parce que bah, il faut réussir à avoir les contacts de ces gens-là, qui c'est pas toujours évident. Donc au départ, je m'étais alliée avec les engagés et le média Le Crayon parce que on les connaissait et voilà. Et d'ailleurs, ils étaient là hier soir, ils étaient aussi co-organisateurs de cet événement sur le point de vue logistique et visuel. Et puis après, ben, on a été contacté par Nightline et Copain s'est rajouté aussi dessus. Et puis c'est né comme ça. Et finalement, depuis novembre, moi, j'ai ce projet qui est là, qui mature d'abord avec les engagés et seulement le crayon. Et finalement, décembre, janvier, hop, on a été rejoint par Nightline et Copain. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Il faut choisir une date, il faut choisir un lieu, faut une heure. Mais ouais. Petit à petit, au début, c'est un gros truc et puis petit à petit, en découpant bien, ça prend forme. Ah bah, au début, c'est une grande idée comme ça, de loin, on se dit: «Ah, ça serait bien, faut le faire, oh, si on y arrive, c'est génial».
Et puis au fur et à mesure qu'on est dedans, au départ, il y a des moments où on se dit: «Ah là là, je vais pas du tout y arriver». Surtout qu'en plus, moi le projet de mon année, c'était la rencontre nationale, qui a eu lieu le 5 mars et on y reviendra peut-être, mais c'était vraiment, un projet qui est le truc de mon année qu'il faut pas que je foire. Si je foire ça, c'est fini. Sachant qu'en plus, à cause du Covid, pendant 2 ans, il y en a pas eu. Là, si c'est 3 ans, mon asso, elle est finie, quoi. Il faut que ce truc réussisse. Et j'ai ça à côté et du coup, l'investissement, a été, parfois moindre de ma part et ça, c'est quelque chose que je regrette un peu. Mais c'est vrai que, des fois, on est confronté. Il y a la vie personnelle, il y a, les études, il y a ces 2 projets et comment on fait un peu pour tout gérer, pour, s'organiser, les gens qui nous aident et qui, au final, sont pas disponibles comme on voudrait. Voilà, c'est un peu des problématiques auxquelles on est confronté. Mais on s'en sort toujours. C'est c'est la passion associative qui fait qu'on s'en sort. C'est le conseil que tu en retires et que tu donnes, c'est que ça peut paraître compliqué, mais on s'en sort toujours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, j'ai une grande phrase que je dis tout le temps. Enfin, déjà, tant qu'on n'est pas président d'asso, on peut pas se rendre compte de la charge de travail qu'il y a. Parce que même si on voit ça de loin, si on est trésorier, si on est secrétaire général, si on est vice-président, tout ça, c'est des postes que je sous-estime pas du tout. Bien au contraire, pour y avoir été, c'est hyper important. Mais quand on est à la tête, c'est 80% de merde pour 20% de bonheur. Ça, c'est ma grande phrase. Et c'est pour les 20% de bonheur qu'on le fait. Et c'est ça qui nous pousse et qui nous anime. Parce que des fois, il y a des trucs. Moi, j'ai des présidents de section, des fois, qui m'appellent à 23h30. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Et on m'appelle, ouais, Elsa, j'ai un problème. Il faut que là, je suis dans la merde sur ça. Comment on fait et tout. Et c'est des trucs où, voilà, il faut avoir la capacité de se dire que vraiment, il y a un objectif derrière qui nous pousse et qu'il faut rester accroché à cet objectif derrière et que les petites merdes passagères, et finalement, c'est aussi ça qui fait l'associatif, quoi. Est-ce que tu as des petits trucs, des petites recettes justement pour arriver à gérer quand tu es plus dans tes 80% de merde et que les 20% de bonheur se font un peu attendre parce que mécaniquement, ça vient plus souvent? Vraiment relativiser, essayer de prendre du recul et trouver des gens dans l'association dans laquelle on est qui arrivent aussi à prendre un peu et à porter un peu ça avec nous. Je pense à ma vice-présidente Lise Gavel qui est extraordinaire et qui a été vraiment, là, ce dernier mois, pour ces 2 différents projets, je l'ai clairement appelée plus que ma mère, hein. Parce que sur plein de trucs, elle a été très présente. J'ai aussi mon secrétaire général, évidemment, qui est très, très présent et mon responsable com. Donc il y a des gens, il faut savoir trouver les gens au sein de son association sur qui on peut s'appuyer et sur qui, des fois, on peut dire: «Écoute, là, ça va pas, j'ai besoin de faire une petite pause, j'ai besoin de prendre une soirée pour moi, est-ce que tu peux t'en occuper?» Voilà, il faut vraiment pas avoir peur de demander de l'aide et de déléguer. Je sais que quand on est à la tête d'une asso, on a ce truc de dire non, mais je dois un peu je dois tout porter, un peu de flagellation mutuelle, je dois tout porter, je dois tout faire, je dois machin, là. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'arrive un moment où quand on a plein de projets qui s'enchaînent et qui s'accumulent, c'est pas humain. Et il faut aussi admettre un peu le fait qu'on a besoin d'aide. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on a un meilleur président, un meilleur responsable d'assaut. C'est quand on sait déléguer et quand on admet qu'on a besoin d'aide, parfois. Voilà, c'est un peu ça mon conseil. Et puis sinon, je sais pas, s'accorder une soirée de temps en temps où on fait pas d'assaut, on bloque son téléphone. Oui, laisser une part à sa vie perso à côté, accessoirement à sa vie étudiante puisque tu es étudiante aussi? À côté. Comment tu fais on reviendra après sur les projets de l'asso, mais toi, comment tu fais justement pour gérer, ces 3 vies? Vie associative, vie étudiante, vie personnelle, j'imagine que tu as une vie personnelle à côté. Voilà, heu, au quotidien. Comment je fais? Alors, moi, je suis pas la pro de l'organisation et je suis pas la pro de répartir bien comme il faut. Donc j'y vais un peu au feeling et j'essaye de cadrer un peu mes moments. C'est-à-dire que je me dis, ok, là c'est un moment où je l'accorde à ma vie perso. Après, mon conjoint est très très pris aussi, donc ce qui est bien, c'est que ça me déculpabilise un peu parce qu'on est très pris tous les deux. Donc on est dans cette mouvance où on est pris et on arrive quand même à se trouver des moments où
voilà, on se pose, on fait des choses ensemble et tout. Il n'y a pas de culpabilité de l'autre qui va dire: «Ah, t'es pas assez là, non, non, non», ça n'existe pas trop chez nous, en tout cas. Après, pour la fac, bah, il y a forcément des impératifs qui sont les partiels, les événements, qu'on doit enfin les examens, tout ça et le mémoire. Donc au bout d'un moment enfin moi j'écris un mémoire là cette année, donc au bout d'un moment, il faut savoir répartir, des moments pour ça et ouais, c'est un peu cadrer ses journées et donc j'y vais un peu au feeling. Je me dis: «OK, bon cette journée là, c'est quoi les priorités? C'est que là, il y a cet événement pour la soc qui est demain. Ouais, mais j'ai cet examen qui est aussi demain. Alors comment je fais? Ma priorité toujours au cours parce que c'est bien d'être engagé dans l'associatif, mais c'est ce que je dis à mes membres et c'est ce que je dis à mon bureau, c'est vraiment, si vous pouvez pas être là sur un événement, si vous pouvez pas faire ça, c'est pas grave, c'est toujours priorité au cours. Parce que l'associatif, c'est super, mais les cours, enfin, c'est hyper important. Il faut, je me sentirais très très mal d'apprendre que j'ai de mes un membre de mon équipe qui a loupé son année parce qu'il s'est trop investi pour l'asso. Ça serait dramatique. Peut-être que sur l'association, c'est plus facile de déléguer, alors que pour un examen, bah, tu peux pas c'est compliqué de déléguer pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça serait bien, hein, ce serait pratique. Mais c'est vrai. Je suis pas sûr que ce soit très autorisé, mais Non, je crois pas non plus, malheureusement. Mais c'est vrai que l'asso, bah, on peut toujours déléguer. Et puis bon, quand on a un bureau, même si minimum on est trois, bon, il y a toujours, c'est rare qu'on soit tous les trois en examen en même temps. alors je reviens sur le parlement des étudiants. Tu parlais tout à l'heure d'un événement que vous avez fait le 5 mars dernier. Je crois que ça a été un assez gros événement national, au Sénat. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. En fait, notre association, donc c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est qu'il y a le bureau national, euh, qui porte le nom de Parlement des étudiants. Et ensuite, il y a différentes sections en France. Donc cette année, on est 15, mais par exemple, l'année dernière, on pouvait être 16, 18, ça dépend des années, ça dépend des gens qui sont engagés, etc. Mais les sections, c'est réparti dans plusieurs villes de France, donc Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Rennes, Vannes, etc. Et chaque année, le Bureau national organise ce qu'on appelle la rencontre nationale, où toutes les sections de France, normalement, viennent et on fait une simulation de session parlementaire géante, donc soit au Sénat, soit à l'Assemblée. Et donc là, pour la première fois dans l'histoire du Parlement des étudiants, on a réussi à avoir une salle au Sénat. C'était pas gagné, mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est formidable et qui a réussi à nous dégoter ça, donc c'est super. Et donc c'est là, donc, sur un sujet précis, sur pareil, un thème, on élabore une proposition de loi, des amendements, etc. Et pendant toute une journée, on fait une simulation de session parlementaire. Donc le matin, les différents groupes sont dans des salles, comme des salles de commission finalement, mais des salles de réflexion où déjà ils se voient physiquement pour la première fois, ils s'organisent, ils élisent un président de groupe. Et ensuite, bah, l'après-midi, ça se passe, bah, là en l'occurrence au Sénat, et pendant 4 heures, bah, on fait la simulation, quoi. Et donc c'était très chouette. Je sais pas, beaucoup de boulot. Je sais pas si tu veux que j'en parle plus ou si tu veux que je te... Oui, bah, n'hésite pas effectivement, n'hésite pas à dire un petit peu, oui, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé? Alors, normalement, c'est un événement qui s'organise sur une période de 2 à 3 mois. Or, le Sénat et période de Covid fait que 5 semaines avant l'événement, ils nous ont dit: «OK, c'est bon pour la salle». Et donc en 5 semaines, il a fallu tout faire. C'est-à-dire faire un rétro-planning pour la communication, parce qu'on a des moments, on met des petits trucs de teasing, surtout on fait voter notre communauté sur les réseaux sociaux pour choisir un sujet sur lequel ils vont débattre. Ensuite, c'est réserver les salles. C'est se dire qu'est-ce qu'on fait pour le repas du midi, comment on s'organise. Ok, alors il faut faire appel à un prestataire, d'accord. En plus, on avait une enveloppe de la mairie qu'il fallait utiliser, c'était des subventions fléchées. Donc on avait un budget qu'il fallait absolument utiliser pour ça. Donc ce qui est cool, hein, c'est bien, mais du coup il faut répartir le budget. Entre-temps, moi j'ai ma trésorière qui a démissionné. Donc je me suis dit, comment je fais? Heureusement, j'ai retrouvé quelqu'un assez rapidement et quelqu'un de compétent, donc ça s'est très bien passé. Mais du coup, il fallait répartir le budget sur les salles, le budget sur la nourriture, comment on fait, etc. Machin. Voilà.
Et donc tout ça en 5 semaines. Donc j'ai pas beaucoup dormi en 5 semaines. C'était très, très fatigant parce que, bah, voilà, il y a les aléas aussi de dernière minute, machin, et puis, bah, le Sénat 3 jours avant, ils se sont dit: «Ah bah, finalement les jauges covid, elles existent plus, donc hop, vous on lâche 40 places supplémentaires». Donc ça veut dire que 40 places supplémentaires, ça veut dire que nous, il faut qu'on ouvre 40 places supplémentaires pour nos participants. Sauf que les mecs qui vivent à Toulouse, Toulouse-Paris, c'est 7 heures de train, c'est environ 120 balles, donc c'est des budgets qu'il faut prévoir. Donc c'est à la fois cadeau empoisonné, parce que c'est trop bien, parce que du coup plus de monde, mais cadeau empoisonné de savoir si la boulangerie à laquelle on a fait appel est en capacité de faire 40 repas supplémentaires. Elle en avait 95 à faire, entre parenthèses. Euh, et ces 40 personnes, il faut qu'elles choisissent le menu, ce qu'elles veulent manger. Parce qu'on on est quand même des gens bien, c'est-à-dire qu'on a fait un truc vegan, un truc pas vegan, un truc machin. Nan, nan, nan. Donc tout ça, c'est des questionnaires qu'on fait remplir, des machins, des trucs qui traînent et les gens qui répondent pas, et c'est long et blabla, c'est plein de stress. Mais on a réussi. Et ça s'est bien passé. ça a été, euh, ça a été jusqu'au matin même, à 8 heures du matin, le truc commençait à 9 heures, j'étais là. Bon, comment ça va se passer? Parce que, c'est-à-dire que les salles de commission le matin, elles sont dans le 11e arrondissement, que le Sénat, c'est complètement à l'opposé et qu'il va falloir prendre 2 métros. Comment je fais manquer 100 personnes dans les métros? Donc c'était marrant, ça a donné des situations cocasses parce que on a rempli les rames de métro et une station avant, pour ceux qui avaient la malchance de m'avoir dans leur rame, j'hurlais le Parlement des étudiants, c'est la station prochaine, on descend là et tout ça. Bon, bref, c'est tout un bazar. On a réussi. Ah oui, ça a été un sacré projet. Et, et je comprends qu'effectivement, il y a eu beaucoup, du coup, beaucoup d'imprévus, beaucoup de boulot, peu de sommeil. A posteriori, étant donné que c'est un événement bah, qui a été une réussite, hein, je veux dire, il a eu lieu, il s'est bien passé. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil et puis donner comme conseil à d'autres personnes qui vont faire ce type d'événement, donc qui vont probablement avoir, comme toi, des imprévus à gérer, bah, pour gérer au mieux, du coup, l'organisation? Dors. Non, je pense que vraiment, encore une fois, c'est sélectionner au sein de son équipe les gens qui sont en capacité de porter un tel projet. Et c'est pas loin de moi l'idée de dire dans mon équipe, il y en a qui sont pas capables. C'est pas ça. Qui sont capables sur deux aspects. Sur l'aspect du temps qu'ils ont à consacrer et sur l'aspect de l'investissement. Parce que tout le monde ne s'investit pas pareil au sein d'une asso. Et donc, le temps, il faut qu'il l'ait et l'envie, il faut aussi qu'il l'ait. Donc l'investissement. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se dire que déjà on n'est pas tout seul normalement et on ne doit pas être tout seul à porter ça. C'est pas possible. C'est pas possible de porter tout ça parce que c'est vrai que le président c'est un peu le couteau suisse. C'est-à-dire que quand il y a une merde en trésorerie et que le trésorier ne peut pas gérer, c'est nous généralement. Quand il y a une merde sur la communication et qu'on peut pas gérer. Alors moi, j'ai zéro compétence en communication, ils le savent. Donc ils font en sorte de gérer la communication parce que quand va ce genre de truc, on dirait un truc de maternelle. Hein, je suis nulle, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Mais donc voilà, il faut se dire qu'on doit être en support sur les pôles qui agissent pour la construction de cet événement et qu'on ne doit pas non plus trop en faire. Donc c'est vrai qu'après, bon, bah, voilà, moi j'ai délégué dans le sens où euh, sur tout ce qui était relationnel avec les sections, etc., c'était ma vice-présidente. Sur trouver une boulangerie, c'était mon responsable des relations institutionnelles qui s'était aussi occupé de trouver le Sénat. Sur les salles, c'est moi qui ai géré. Sur machin, voilà, il faut un peu dispatcher. Ce que je me donnerais comme conseil a posteriori, c'est de plus dormir, de moins me prendre la tête et surtout de peut-être bah, peut-être un peu plus me bouger plus tôt. Parce que même si c'était déjà très court et qu'on a tout fait en intense, il y a des choses qu'on aurait pu faire un peu plus tôt. D'accord, il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt et puis tu reviens beaucoup, hein, sur l'aspect délégué, effectivement, trouver l'équipe, et c'est vrai que du coup ça touche un sujet, qui est souvent important dans l'association, c'est la gestion des bénévoles.
Comment est-ce que tu fais comment est-ce que vous faites dans l'association justement pour trouver vos bénévoles, pour trouver votre équipe? Voilà, des bénévoles qui ont envie de s'investir, qui restent, comment ça fonctionne? Alors, dans les sections, c'est généralement, ils font un peu de la communication autour de leur association et il y a des gens qui, voilà, qui veulent s'engager, qui viennent voir le président de section, qui s'engagent, qui disent: «Voilà, moi je veux faire partie du bureau, je suis doué, j'ai un petit truc, pour la photo donc si tu veux sur les événements, je peux être le photographe», machin chose. Il y a des gens qui viennent naturellement. Après, ben, ils viennent aussi les chercher, par exemple, les sections, si elles sont présentes dans des facs, des écoles, etc. Ils vont présenter leur association dans le cadre de forums d'association, ce genre de choses, ou même passer dans les amphis et tout ça, parler d'eux. Au sein du bureau national, c'est un peu plus compliqué. Parce que généralement, c'est des membres des sections qui montent au bureau national. C'est un peu pyramidal, le truc. Mais ça peut être aussi des gens complètement extérieurs. J'ai des gens dans mon pôle parité et diversité, le Parlement des étudiants, avant d'en faire partie, connaissaient pas, quoi. Donc après, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bah, du recrutement, on fait de la communication autour du recrutement, ouais, de l'appel à, pas appel à projet, mais appel à personne, entre guillemets. Donc on dit voilà, bon, ben, cette année, le pôle trésorerie trouve deux personnes. Si t'aimes un peu les chiffres et que machin, on lance un peu des trucs comme ça sur les réseaux sociaux avec une adresse mail où ils peuvent envoyer CV, lettre de motivation, et ensuite on les reçoit en entretien. Donc ça, généralement, c'est le travail qui se fait l'été. Et puis, bah, pour les responsables de pôle, ouais, comme je disais, c'est souvent des membres des sections. Après, c'est à la discrétion du président. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été élue, j'ai nommé mon secrétaire général, mon trésorier, à l'époque trésorière. J'ai nommé mon responsable des relations de machin, mon responsable communication, etc. Non, non. Et ensuite, eux, à l'intérieur de leur pôle, on fait du recrutement. Mais parfois, j'ai pu aussi recruter un peu comme ça, ouais. Voilà. Donc mais après, c'est vrai que nous, on essaye d'aller chercher les gens au sein du bureau national, mais généralement, bon, les gens viennent vers nous aussi quand même plutôt facilement, disons. D'accord. Bah, super, ça prouve que ce qui est fait est intéressant et du coup attire les personnes pour s'engager. Et alors l'autre sujet, l'autre nerf de la guerre, hein, pour les associations et pas que, hein, pour toutes les structures en général, c'est le financement. Comment comment est-ce que le Parlement des étudiants se finance? Alors, il y a deux sources de financement. Il y a tout d'abord les cotisations qu'on fait payer à nos sections. C'est-à-dire que les sections sont liées à nous par une convention de partenariat. Parce que, en fait, chaque section est une association déclarée en préfecture loi 1901. Donc, chaque section est indépendante sur le plan administratif. Par contre, elles doivent nous rendre des comptes parce qu'elles sont liées à nos statuts, à notre règlement intérieur, à notre charte. Charte graphique aussi. Et du coup, elles payent une cotisation qui est cette année à hauteur de 30 euros par an. Donc le président, pour sa section, paye 30 euros. Après, à l'intérieur, financièrement, les sections s'autogèrent. C'est-à-dire que si elles veulent faire payer 5 euros de cotisation à tous leurs membres, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça parfois un peu dommage de faire payer, surtout que nous, on est une association qui est peu coûteuse. Le seul truc qui pourrait nous coûter, c'est la location des salles. Mais en soi, bon, on est une association qui a pas besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner. Donc, parfois, je trouve ça dommage de faire payer, mais c'est à leur discrétion. Elles font bien ce qu'elles veulent. Et si elles fonctionnent comme ça, c'est très bien. Nous, au sein du bureau national, du coup, c'est les 30 euros par section. Et on a aussi les subventions, donc subventions de la mairie, ou alors parfois il y a des appels à projets, des concours, comme celui de Oui Oui Dou de l'année dernière qu'on avait gagné. Donc voilà, donc tout ça, mais on a un petit budget, hein, mais on n'a pas besoin, enfin, on pourrait avoir plus et j'espère que il y aura plus. Mais c'est vrai que on peut fonctionner avec peu. Et surtout, depuis l'année dernière, on est reconnu d'intérêt général. Donc ça veut dire qu'on peut faire appel à du mécénat et ça c'est quelque chose qui est très bien. Donc ça nous ouvre d'autres portes de financement. D'accord, ça fait partie des projets. Justement, les projets, au Parlement des étudiants, est-ce que tu as des projets en cours ou des projets à venir? Alors là, je sais que tu sors de 2 gros trucs,
entre le 5 mars, donc peut-être que je te pose cette question alors que tu viens enfin d'aboutir sur des gros projets, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les cartons ou qui sont en cours? Bien sûr, déjà, les élections, là, je pense qu'on va continuer à faire un peu de pédagogie sur les réseaux sociaux et cetera, mais ça, c'est plus, un peu des infographies et de la communication, mais on a toujours des visites d'institutions qui sont prévues. Je crois entendre dans l'oreillette qu'une visite au Conseil, d'État est en cours, pour le Conseil d'État, en tout cas, est en cours. Et sinon, il y a on est sur un projet qui est encore un peu assez balbutiement pour début mai et qui serait une collaboration avec le think tank Génération d'Avenir et encore les engagés. Donc voilà, donc pour le moment, je peux pas trop en parler parce que c'est un projet qui est en train de s'élaborer. Mais en gros, ça prendrait la forme d'un atelier de discussion, très certainement au Sénat encore et avec des sénateurs. Des sénateurs. Voilà, pour le moment. Et puis bien sûr, bah, des beaux projets, mais surtout, c'est le plus important, et ça, j'insiste dessus. Ce qui nous fait vivre, nous, Parlement des étudiants et Bureau national, bah, c'est les sections. Et c'est les sections qui nous portent, et ça, c'est le plus important. Nous, on fonctionne en tant que bureau national, d'accord, mais les sections, elles ont plein de beaux projets. Il y a celle de Sciences Po, je disais, qui est très, très active, qui a reçu Yannick Jadot, là, il y a quelques jours. Je sais que Toulouse aussi fait beaucoup de choses. Bordeaux va faire une simulation là très prochainement. Donc voilà, Rennes et Vannes ont fait une simulation toutes les deux, donc un peu rencontre régionale, du coup, pas nationale. Donc voilà, donc il faut suivre les sections. Les sections sont très très actives cette année, donc c'est bien. OK. Écoute, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant longtemps, mais bon, il faut bien vraiment terminer. Alors, je vais terminer par 5 courtes questions, hem, que je pose à chaque invité. Je vais commencer tout de suite par la première. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure associative? Les gens que j'ai pu rencontrer, que ça soit les intervenants ou que ça soit les gens avec qui j'ai travaillé, même si parfois ça n'a pas toujours été simple, je dirais les gens. Sans personne, ouais, sans personne, il n'y a, y a pas d'assaut. Un peu bizarre comme phrase, mais ouais, les gens. Quelle a été ta plus grosse galère avec l'association? Ma plus grosse galère avec l'association, bon, il y a toujours des soucis internes parfois, mais ma plus grosse galère, je pense que ça a été ouais, de là, pour la rencontre nationale, le fait qu'ils ouvrent les places au dernier moment. Ça a été à la fois génial et à la fois une énorme galère sur plein d'aspects, que ça soit interne à l'asso et de gestion. Ouais, ça a été très compliqué, c'était très compliqué à gérer, ouais. Quelle a été la meilleure décision que tu aies prise? Je pense que la meilleure décision que j'ai pu prendre, ouais, c'est de dire, pour cet événement au Sénat, c'est 5 semaines, c'est court, mais il faut y aller. Et alors la dernière question, quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la politique et qui veulent en faire plus? Ouais, de trouver des associations ou même s'ils sont au clair dans leurs idées politiques, vraiment, peu importe le parti, s'engager. Aujourd'hui, faut vraiment porter tout ça, même si c'est juste s'engager sur les réseaux sociaux et que c'est juste, bah, je sais pas, relayer un peu plus ou dire à sa communauté, tiens, lisez cet article, c'est super intéressant, etc. Ouais, s'engager, mais surtout trouver des assos bah, qui font un peu, enfin, qui peuvent leur correspondre à ce niveau-là. Et puis, bah, s'il y en a pas, bah, en créer une. En créer une. Ouais, s'engager. Vraiment s'engager. Alors j'ai envie de tricher, je vais rajouter une question que j'ai envie de te poser. Heu, quel conseil tu donnerais en fait aux jeunes qui aujourd'hui ne s'intéressent pas à la politique? Bah, je leur dirais que de voir dans leur vie quotidienne, de sélectionner dans leur vie quotidienne ce qui est politique. Ils vont se rendre compte que finalement tout est politique. Jusqu'à leur bouteille d'eau, c'est politique. Et que finalement, prendre conscience que bah, leur vie quotidienne, c'est aussi de la politique et que la politique, c'est pas forcément le grand méchant mot qui fait peur et il n'y a pas toujours ce truc de ils sont tous pourris derrière et c'est dommage d'associer la politique vraiment aux personnes et aux politiques hommes, femmes. Mais ouais, se rendre compte que tout est politique. Il faut peut-être creuser un peu plus loin.
On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Elsa pour tout cet échange. Ça a été super enrichissant. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'association du Parlement des étudiants. Il y aura des liens qui seront associés au podcast, donc n'hésitez pas à aller voir les actualités, si vous êtes intéressé à voir comment adhérer, comment vous engager, pourquoi pas dans l'association. Voilà, on mettra tous les liens avec le podcast. On a pu parler sur des différents projets que tu as pu te lancer, les difficultés que tu as pu rencontrer, les conseils aussi que tu peux donner, comment est-ce que tu gères avec tes multiples vies. L'importance de dormir, voilà, on a évoqué beaucoup de choses, c'était super intéressant. Je te souhaite une très bonne continuation en tant que présidente du Parlement des étudiants. Et puis, je pense qu'avec cette actualité, on va certainement entendre souvent parler de toi. Et ben à voir, peut-être, mais ce sera pas forcément moi l'année prochaine, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue. Et puis, en tout cas, ouais, suivez le Parlement des étudiants, c'est pas mal ce qu'on fait, c'est un peu chouette. Merci Elsa, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sauce Projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. À très vite!